on va vraiment faire un bond et faire honneur à l'adjectif diachronique de ces rendez-vous, puisque je vais vraiment vous parler des périodes de la préhistoire avec donc la fin du Pléistocène supérieur. On sera dans une zone chronologique entre 20 000 et 10 000 ans. Et on va essayer de voir un petit peu à travers l'étude des ossements de Djebel Sahaba ce que ce site peut nous apprendre sur les comportements conflictuels entre populations à cette époque-là. C'est un travail qui a été publié il y a 1 an maintenant, et je voulais souligner le fait que c'était un travail collaboratif qui a été mené avec les collègues qui sont listés ici, Marie-Hélène Diaz-Merino, Daniel Antoine, Antoine Banzo et François Bon. Alors avant, hop, on change de diapo, voilà. Avant de vous parler de Djebel Sahaba plus particulièrement, et comme j'imagine que l'auditoire, les auditoires virtuels et physiques sont peut-être pas très à l'aise avec à la fois le contexte archéologique, chronologique et puis environnemental dans lequel en fait cette population a évolué. Je voulais un peu revenir en arrière et vous permettre en tout cas d'avoir cette donnée contextuelle qui va aussi nous permettre d'interpréter en fait les données acquises sur ces restes humains. Donc, la fin du Pléistocène dans la vallée du Nil, en fait, c'est une période qu'on connaît extrêmement mal parce qu'il y a un hiatus chronologique très, très important pour cette période. Alors, ce qu'on appelle le stade isotopique 3, résumé ici SIO3, c'est une fourchette de temps entre 70 000 et 30 000 ans. Et pour la vallée du Nil, on a extrêmement peu de documentation archéologique pour cette période-là et seulement 2 sites qui ont livré des restes humains, le site de Nazet Khater et le site de Tahamsa. Ce sont des sites très particuliers qui ont l'avantage d'avoir été correctement datés et qui sont en stratigraphie. Donc, ce ne sont pas des ramassages de surface. On a vraiment un contexte et donc des datations précises. Mais ce sont des sites un peu particuliers parce qu'ils sont liés à des extractions de silex. Donc, ce sont des sites miniers dont la fonction est un peu particulière. Ce qui fait qu'à la fois les restes humains et l'industrie lithique associée à ces sites sont un peu isolés et il est très difficile de les relier à d'autres parties du monde à ce moment-là, que ce soit en Asie du Sud-Ouest ou en Afrique subsaharienne. Donc, on a affaire à une espèce d'isolat de population et d'activité dans la vallée du Nil à cette période-là. En fait, c'est sans doute la conséquence de changements climatiques assez importants qui arrivent dès le stade isotopique 4, où on a des conditions qui deviennent de plus en plus arides. On est dans ce qu'on appelle la dernière période glaciaire. Alors pour l'Europe, voilà, ce sont des glaciers, mais pour l'Afrique, c'est plutôt un climat qui va devenir de plus en plus aride, voire hyper aride pour les périodes les plus intenses. On a peu de sites archéologiques documentés qui peut traduire 2 choses. Peut-être donc une baisse de la présence humaine dans la vallée du Nil à cette époque-là, du fait de cette hyper-aridité. Ou alors, en partie, une absence de site qui serait liée à l'érosion du Nil lors de crues successives qui arriveraient par après, lorsqu'on a des conditions climatiques un petit peu plus clémentes, et qui sont venues soit recouvrir, soit détruire ces traces d'occupation. Dans tous les cas, on est sur un enregistrement assez ténu. Donc, on connaît très mal les populations qui sont présentes à cette époque-là. Dans la partie la plus finale de cette période glaciaire, le stade isotopique 2, ce qu'on appelle la fin du dernier maximum glaciaire, eh bien, on va avoir un phénomène assez particulier qui va se marquer. C'est une augmentation brusque du nombre de densité de sites archéologiques sur une zone géographique très limitée, qui est la Basse-Nubie et la Haute-Égypte. Vous voyez là sur la carte. Alors, je ne sais pas si on voit quand je passe ma souris, si ça fait quelque chose ou pas. Bon, enfin bon. Ça marche bien.
Ça marche? Bon, très bien. Alors, vous voyez ici, ces points orange représentent la densité. Donc, plus ils sont larges, plus les sites sont denses à ces endroits-là. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les datations radiocarbone qui ont été réalisées sur ces sites archéologiques montrent une fréquence extrêmement forte de sites durant les périodes les plus arides. Donc ici, le dernier maximum glaciaire, c'est vraiment le pic d'aridité de cette période glaciaire générale. Et le Irish Stadium 1, qui est aussi, pareil, un pic d'aridité durant une période qui va être un peu plus clémente. Et en fait, ici, on voit, j'ai essayé de montrer l'alternance, en fait, de changements climatiques qui vont se dérouler à ce moment-là, c'est-à-dire entre à peu près 15 000 jusqu'à 11 000 ans, jusqu'à vraiment à la fin du Pléistocène supérieur et au début de l'Holocène. Eh bien, on va avoir un changement climatique, on sort de la dernière période glaciaire et on va arriver vers ce qu'on a appelé la période humide africaine, où on a des conditions environnementales complètement différentes, beaucoup plus humides, avec le Sahara qui devient presque une savane. Et en fait, cette transition, elle ne se fait pas de manière douce, elle se fait de façon assez erratique, avec des moments très brusques, voilà, des crues du Nil très très fortes, puisqu'on va avoir une reconnexion du Nil avec les eaux subsahariennes aux alentours de 15 000 ans, et ça va provoquer des crues extrêmement violentes qui vont être intercoupées parfois par des moments, des périodes beaucoup plus arides. Donc on voit un stress environnemental qui est évident et des agrégats de population dans certaines zones donc de cette vallée du Nil à certains moments d'extrême aridité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces sites archéologiques, ils sont associés avec des industries lithiques à lame et à lamelle qui ont toutes des noms différents. Donc, un peu en fonction des zones géographiques, les différents chercheurs qui ont travaillé sur ces industries leur ont donné des noms. Alors, vous voyez, si je les ai listés de manière un peu rapide, Cadent, Isnan, Alfien, Fakourien, etc. Évidemment, au niveau de la fonction, c'est à peu près la même. Ce sont des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs qui exploitent le milieu direct dans lequel ils sont au niveau de la vallée du Nil. Donc, c'est pas, les différences qui sont observées semblent être liées vraiment à des différences technologiques, à des différences manières de faire ces lames et ces lamelles. Ce qui a poussé certains à suggérer que ça représentait des traditions culturelles, voire que ça montrait une certaine structuration sociale des groupes le long de cette vallée du Nil. Voilà un petit peu pour le cadre général à la fois chronologique, environnemental et culturel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des restes humains, donc moi, c'est évidemment ce qui va m'intéresser un petit peu plus, les restes humains de cette période-là, entre 20 000 et 11 000 ans, eh bien, ils sont retrouvés dans des sites qui se situent exactement, qui font le miroir, en fait, de la documentation archéologique. Donc, de nouveau, on est en Haute-Égypte et en Basse-Nubie. Il y a beaucoup plus de sites que dans la période précédente, ce qui nous permet d'avoir une meilleure idée donc des populations, une meilleure compréhension en tout cas de ces populations. Et parmi ces restes, eh bien, on a deux sites principaux, Wadi Halfa et Jebel Sahaba, qui sont des cimetières. Ce sont les plus anciens cimetières que l'on retrouve dans la vallée du Nil. Donc, cela marque aussi une certaine structuration sociale à partir du moment où on a ce type de regroupement de défunts sur un même lieu. Et ils sont donc tous datés plus ou moins, alors parfois c'est par radiocarbone, parfois c'est par association sédimentaire. Et un des sites qui a livré le reste humain le plus ancien, Wadi Koubania, je vais vous le présenter rapidement parce que c'est un individu qui a été retrouvé dans une gangue de sédiments. Alors, il a été retrouvé en surface, donc évidemment, il y a toute la question de l'association chronologique. Mais donc, dans cette gangue de sédiments, on a des artefacts lithiques et le sédiment lui-même qui permettent de faire des associations avec des sites datés aux alentours de 20 000 ans. Donc, on a quelque chose voilà, de cohérent par rapport à la chronologie.
Et ce qui est très intéressant, c'est que cet individu, eh bien, il présente des traces de violence. À la fois, son dépôt ne semble pas lié à être un dépôt intentionnel. Hein, il est retrouvé face contre terre, sur le ventre. Et on a des lamelles ici qui sont directement en contact avec des ossements de la colonne vertébrale. Un qui est fiché dans un os de la main. Donc là, ce sont des traumas non cicatrisés, liés directement, en tout cas qui ont eu lieu de façon périmortem, s'ils n'ont pas entraîné la mort directement. En tout cas, ils sont directement associés à cette période de fin de vie de cet individu. Et on a également des traumatismes qui sont cicatrisés, qui témoignent donc d'actes traumatiques ou de violence qui a eu lieu avant et auquel l'individu a survécu. Donc, c'est un individu adulte de sexe masculin qui a été retrouvé donc, dans cette position particulière et dans un site qui n'est clairement pas un cimetière ni un dépôt intentionnel évident. Alors, mais évidemment, le site le plus emblématique par rapport à ces questions de violence interpersonnelle, c'est le site de Jebel Sahaba, le site numéro 117, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de sites retrouvés lors des prospections engagées par l'UNESCO, qui étaient des vraies fouilles de sauvetage dans les années 60, afin de faire donc un relevé systématique de tous les sites archéologiques qui allaient être ensuite inondés lors de la construction du barrage d'Assouan, que vous voyez ici. Donc là, vous avez une carte ancienne hein, avec le site de Jebel Sahaba qui est identifié. Et voilà actuellement sa position, donc il est sous eau. En 1962, lors donc de cette prospection, eh bien, c'est l'équipe de Solecki de l'University of Columbia qui va découvrir le site, identifier 3 individus donc dans des tombes, et ils vont les fouiller. Et c'est ensuite, après, en 1965 et en 1966, que le professeur Wendorf de la Southern Methodist University va entreprendre la fouille systématique et quasi exhaustive de ce cimetière. Ils vont fouiller donc 49 individus lors de la première campagne. Ils vont revenir l'année suivante pour essayer de finir la fouille donc de ce cimetière. En 2001, Fred Wendorf va léguer toute sa collection au British Museum. Donc, il s'agit de tous les squelettes humains, de toute la collection d'objets, d'artefacts lithiques et d'objets de faune qui ont été retrouvés lors de ces prospections. Et parmi donc, tous ces objets, il y a évidemment la collection de Jebel Sahaba. C'est une documentation extrêmement précieuse parce qu'elle nous permet de reconstruire la manière dont la fouille a eu lieu et ce qui n'est pas souvent le cas dans les années 60, de se rendre compte de la précision avec laquelle les restes ont été enregistrés. Ici, vous voyez un plan original de l'ensemble du cimetière et avec un zoom hein, sur certains individus. Et on voit que la position des corps a été extrêmement bien dessinée à l'échelle et que la position des artefacts, donc des éclats lithiques retrouvés en association avec les tombes, a été précisément identifiée pour chaque individu. On a des cartes, des plans, des photographies qui nous montrent vraiment le côté méthodique de cette fouille, malgré le côté rapide lié à la nécessité de ces fouilles de sauvetage dans les années 60. On a également des informations sur les techniques utilisées pour les relever. On voit qu'ils ont utilisé des photos zénitales pour faire ces relevés de plusieurs individus les uns par rapport aux autres, qu'il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur le terrain directement pour tenter des datations, que chaque individu lors de la fouille a fait l'objet d'une fiche descriptive extrêmement complète. On avait carrément l'identification de l'âge au décès et du sexe réalisé sur le terrain, et on sait que souvent, si on ne réalise pas cette information, ce travail d'analyse sur le terrain au moment où les corps sont découverts, eh bien, il y a de fortes chances que cette information elle soit perdue au fur et à mesure parce que les ossements se cassent,
casse, s'abîme. La détermination du sexe sur l'os coxal. L'os coxal est plutôt un os extrêmement fragile. Donc voilà, on a en tout cas une information qui a été prise au bon moment et de façon très précise. Et puis, on a vu aussi que les crânes ont été prélevés dans des moules de plâtre et ont été fouillés en laboratoire, ce qui fait que toutes les informations concernant la position, par exemple, de certains artefacts, quand on nous dit que c'est dans le volume du crâne, etc., on sait que c'est extrêmement précis, ça a été fouillé en laboratoire et pas seulement sur le terrain. Alors, assez vite, il y a une monographie qui va sortir sous la direction de Fred Wendorf, Prehistory of Nubia, et qui va reprendre l'ensemble des résultats de cette prospection dans cette zone de Nubie et décrire précisément les 58 tombes qu'ils ont découverts et tous les artefacts associés ainsi que les restes humains. On va avoir une première étude anthropologique menée par Anderson en 1968 qui va lister une série de traumas identifiés donc sur les ossements. Il va identifier 20 individus sur la soixantaine identifiée dans ces différentes tombes, pour lesquels on a carrément des morceaux de silex fichés dans les ossements. Donc là, on est certain de l'association et du côté violent en fait de cette association, puisque pour faire rentrer un objet de silex dans de l'os, voilà, ça peut difficilement arriver de façon post-dépositionnée. Donc ici, très, très vite, on a cette information qui est disponible dans les fin des années 60 avec 20 individus avec des traces de trauma. C'est exceptionnel. Des datations qui vont mettre du temps à être publiées parce qu'au début, il y avait vraiment un doute sur leur validité parce que c'était des datations assez anciennes, aux alentours de, voilà, vous voyez ici la date publiée en 2004, mais qui en fait avait été réalisée bien avant, qui place le cimetière entre 18 000 et 15 000 ans. Eh bien, ça en fait tout de suite un site assez exceptionnel qui semble être le témoignage des plus anciennes traces de violence interpersonnelle en préhistoire. Et très vite, c'est un site qui va être presque... qui va devenir un emblème et qui va être utilisé systématiquement dans les livres sur la guerre de façon générale, la guerre en préhistoire. C'est cité, recité et en fait, il y a extrêmement peu de retours sur l'information à part ce qui a été réalisé dans les années 60. Donc, on en fait vite un cimetière de catastrophe, un cimetière de guerre, le premier cimetière de guerre de l'histoire. C'est un site qui est évidemment extrêmement important pour le British Museum. Il y a une exposition permanente et une des tombes doubles, qui est une des tombes où les individus ont le plus souffert, qui est reproduite en permanence ici dans les galeries des expositions. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y avait jamais eu de réévaluation de l'ensemble de cette collection. Et à partir de 2013, on a entrepris, donc avec les collègues que j'ai cités précédemment, une réévaluation complète de la collection, à la fois des données anthropologiques et aussi des données archéologiques, donc lithiques. Et on a voulu essayer de répondre à plusieurs questions parce que cette utilisation systématique de ce cimetière, le premier cimetière de guerre, etc., on voulait en fait savoir si il s'agissait bien d'un cimetière de guerre. Est-ce que c'était le reflet d'une crise de mortalité, d'un cimetière de catastrophe ou est-ce que c'était un lieu de dépôt spécifique? Ensuite, sur la nature même des lésions et des atteintes qui étaient décrites dans le manuscrit d'Anderson, il y avait des questions par rapport à certaines cut marks, donc traces de découpe, qui étaient décrites mais qui n'étaient pas caractérisées. Les traces de découpe peuvent aussi être présentes dans le cas de certains traitements mortuaires des individus qui n'ont rien à voir avec des traces de violence. Et donc, nous, on a voulu essayer de vérifier la nature de ces lésions. Est-ce qu'elles sont liées à des projectiles ou est-ce qu'elles sont liées à des traitements funéraires? Est-ce que toutes ces lésions sont périmortèmes, sont liées directement, sont associées directement avec la mort de l'individu? Et enfin, on voulait essayer de vérifier que les artefacts lithiques qui ont été décrits comme associés avec les restes humains,
étaient bien directement associés à ces tombes et n'étaient pas liés à, par exemple, des restes que l'on retrouve en surface, puis qui vont être mélangés avec le sédiment, qui vont être intrusifs et ne pas voilà, nécessairement témoigner de quelque chose par rapport aux restes humains auxquels ils sont associés. Donc, c'est une étude qui a été très longue parce qu'il a fallu regarder chaque ossement au microscope et on a appliqué des standards d'archéologie expérimentale. Donc, on a utilisé ce que les définitions des types de lésions qui sont utilisées en archéozoologie et sur des travaux expérimentaux, donc où des chercheurs vont lancer des projectiles sur des carcasses d'animaux pour voir ensuite quels stigmates ça laisse sur les ossements. Et nous, on s'est vraiment basé là-dessus, sur cette terminologie, pour reconnaître et différencier les différentes traces. Par exemple, il est possible morphologiquement de faire la différence entre une trace liée à un projectile et une trace liée à une découpe. Ce n'est pas les mêmes stigmates. Alors, quelques résultats de cette réévaluation qui nous a pris presque 6 ans. Donc, les MIP, quand je mets MIP dans le texte, ça fait référence à des marques d'impact de projectiles. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la nature du cimetière. Donc, je vous dis la question de savoir est-ce qu'on a affaire à un cimetière de catastrophe ou pas. Eh bien, d'abord, quand on regarde les types de tombes présentes, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de tombes individuelles et des tombes doubles et des tombes multiples. Donc, multiples, c'est quand les individus sont amenés ensemble au même moment dans un endroit de déposition qui est le dernier endroit de déposition, c'est à l'endroit où ils vont se décomposer. Ça fait... c'est pas en opposition, mais c'est différent d'une tombe collective où on va apporter les individus de façon progressive à un endroit. Donc, en général, quand on retrouve des dépôts multiples, c'est plutôt une indication de mort simultanée. C'est la même chose pour les dépôts doubles. Ici, voilà, on en a certains, une quinzaine, oui, dépôts doubles, donc qui traduisent de morts probablement simultanées, mais il y a également beaucoup de sépultures individuelles. Et puis, on a au moins 12 individus qui présentent des perturbations, ce qui veut dire que les dépôts successifs, en fait, ont été assez longs dans le temps pour permettre à certains déjà de se décomposer, de ne plus être en connexion anatomique. Et donc, d'autres dépôts vont venir les perturber et on va avoir des phénomènes de réduction de certains individus pour le dépôt de nouveaux individus. Donc là, déjà, on a une indication de temporalité qui n'est pas exactement celle d'un dépôt, on va dire, lié à un temps. Ensuite, au niveau de la structure des tombes, on peut voir clairement qu'on a des fosses qui ont été creusées dans le bedrock, on a un souci de dépôt des individus les uns avec les autres. Souvent, on a des associations avec semble certains types de gestes avec un bras au-dessus d'une personne, etc., quand ce sont des dépôts simultanés, donc une certaine attention vis-à-vis de ces associations. On a une certaine homogénéité, ça c'est certain, puisque la plupart des corps sont orientés vers l'est, en position contractée sur le côté gauche. Donc, malgré tout, même si la temporalité, on va dire, elle n'est pas un temps, on n'est pas non plus dans quelque chose qui dure sur des générations et des générations, puisqu'on a une certaine homogénéité, en tout cas, dans la manière dont les individus ont été traités. L'argument le plus important par rapport à cette question de simultanéité ou pas des dépôts, ça va être l'analyse démographique en fait des individus de ce cimetière. Pour ça, on va classer les individus par classe d'âge. Et on va comparer en fait leur fréquence par rapport à des fréquences connues pour des cimetières alors pré-industriels évidemment, liés à des populations plutôt de chasseurs-cueilleurs. Alors ça reste malgré tout des références actualistes, hein, puisqu'on se base sur les données qu'on peut avoir actuellement. Et vous voyez sur ce graphique
Donc en gris ici, c'est la gamme de variations connue pour des populations pré-industrielles. Donc on va avoir une surmortalité qui est présente pour les individus jeunes de la classe 0-1 an et de la classe 1-4 ans. Ça c'est tout à fait documenté pour ces populations. Et puis une baisse de mortalité dans les classes d'âge les moins susceptibles de mourir, hein, les enfants qui ont passé une certaine période de vie, et puis les adolescents, et puis la courbe remonte évidemment au fur et à mesure que l'âge augmente. Ça, c'est un profil démographique, enfin, de mortalité classique. Dans les cas de cimetières de catastrophes liés à une épidémie ou à une guerre, on va avoir des courbes qui vont sortir de ce schéma, et notamment des fréquences pour les parties de la population qui sont moins susceptibles de mourir, qui vont être au-delà de ce qui est documenté. Donc souvent, une surreprésentation des individus jeunes, adultes, adolescents, qui va être visible. Ici, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, c'est simplement une sous-représentation des enfants de 0-1 an, ce qui est quelque chose d'assez courant durant le Paléolithique. Pour les cimetières, que ce soit lié à des traitements funéraires différents ou à des démographies différentes, ça peut être encore discuté, mais en tout cas, on n'a pas de surreprésentation de populations adolescentes et jeunes adultes. Ensuite, on n'a pas non plus de différence de représentation en fonction du sexe. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont présents dans ce cimetière. Donc, les données paléodémographiques, les données aussi archéologiques, du fait de ces tombes qui vont être remaniées pour le dépôt d'autres individus, vont plutôt dans le sens d'un cimetière long et pas lié à une crise ou à une catastrophe. Ensuite, concernant les lésions, donc à la fois leur nature et leur, on va dire, position anatomique, ce qu'elles nous apprennent en tout cas de ce que ces individus ont vécu. La réévaluation qu'on a réalisée grâce donc à une approche microscopique sur tous les ossements, elle nous a permis de découvrir une centaine de lésions supplémentaires, à la fois sur les individus déjà identifiés par Anderson, donc la vingtaine qui avait été déjà identifiée comme présentant des traces de trauma. Et nous avons pu aussi ajouter à ce groupe 21 individus supplémentaires affectés par des traumas. Donc, si on regarde en termes de fréquence et de pourcentage, eh bien, sur les 61 individus qui ont été étudiés à Djebel Sahaba, on a 2/3 de la population qui présente des lésions. Lésions, c'est le terme générique ici que j'utilise quand la nature de cette blessure n'est pas certaine, c'est-à-dire de façon générale, on va parler de lésion. Après, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin quand on arrive à déterminer l'étiologie de cette lésion, qu'elle est liée à un trauma ou à une trace d'impact de projectile. Et dans notre cas, si on prend cette sous-catégorie, eh bien, ça représente voilà, toujours une soixantaine, presque 2/3 d'individus qui présentent trauma ou traces d'impact de projectile. Et si on réduit ce nombre juste aux traces d'impact de projectile, eh bien, c'est 40% des individus qui présentent ce type d'atteinte. Juste une question de rappel. MIP, c'est les marques d'impact de projectile. De projectile, merci, pardon. Oui, c'est impact de projectile. Ouais, quand je dis trace d'impact de projectile, c'est la même chose que MIP, oui. Ensuite, donc, si on regarde les lésions, là j'ai parlé en termes d'individus, mais un individu peut présenter plusieurs lésions. Après, ce qui nous intéressait, c'était de voir quel type de lésion un individu présentait, et puis de façon globale, qu'est-ce que ces MIP représentaient par rapport aux lésions en général. Donc, on a 65% des lésions sont des traces d'impact de projectile, des marques d'impact de projectile, ce qui est vraiment assez énorme, on va dire. Je ne connais pas d'autres sites qui présentent ce type de fréquence. Les lésions semblent indépendantes de l'âge et du sexe, donc les hommes et les femmes présentent tous ces lésions, et les enfants également. Et
on va dire, l'ajout de l'étude par rapport à ce qui avait été déjà fait par Anderson, qui était extrêmement détaillé, c'est la découverte de traumas cicatrisés, de traumas liés à des impacts de projectiles. Donc, dans un quart des cas, les individus qui présentent des traumas présentent aussi des traumas cicatrisés, c'est-à-dire qu'ils sont liés à des événements antérieurs auxquels ils ont survécu. Juste pour préciser, la réévaluation, elle a aussi impliqué des nouvelles datations. On a utilisé la bioapatite, donc c'est la fraction minérale du carbone pour dater. Ce sont toujours des datations minimales par rapport au collagène, et on voit qu'on reste dans la gamme de variations qui était suggérée par la date sur collagène, même si elle était bien plus ancienne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la répartition de ces lésions. Où est-ce qu'elles sont au niveau du corps? Est-ce qu'il y a, par exemple, une différence entre les femmes, entre les hommes, avec les enfants, etc. Et on voit vraiment que pour ce qui est des MIP, donc des impacts de projectiles, qu'on soit sur les femmes ou sur les hommes, la zone qui est ciblée, c'est celle du pelvis, c'est celle de l'abdomen. On va retrouver le plus de marques au niveau des fémurs et des coxos, chez les hommes comme chez les femmes. Ensuite, si on regarde les fractures osseuses, eh bien de nouveau, on a une similarité entre hommes et femmes. Les fractures osseuses, elles sont principalement sur les membres supérieurs, au niveau des mains. Et chez les femmes, de façon plus significative que les hommes, on va avoir des fractures au niveau de l'avant-bras, ce qu'on appelle en anglais des parifractures, c'est des fractures de défense en fait. Souvent, quand on met l'avant-bras pour se protéger, eh bien c'est cette partie-ci qui va recevoir le coup et qui va donc se fracturer. Et la seule différence qu'on observe, eh bien, c'est que chez les enfants, à la fois les fractures et les traces d'impact de projectiles sont plutôt localisées au niveau du crâne. C'est très marqué. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin et en espérant que ça ne choque personne de montrer ces restes humains avec ces traces qui sont évidemment qui témoignent d'une violence peut-être difficile à accepter, notamment quand il s'agit d'enfants. Je vous présente 3 cas qui, je pense, illustrent le mieux la diversité de ce qu'on observe dans ce cimetière. Le premier cas, c'est celui de cette tombe double ici, d'enfants, JS13, JS14. Alors, il ne fait aucun doute que ces 2 enfants ont été enterrés ensemble. Donc, il y a toute une série de critères qui nous permettent de dire que ces 2 corps se sont décomposés ensemble au même endroit et donc ont été déposés ensemble au même moment. Mais on n'a aucune trace sur Jebel Sahaba 13. On n'a pas de stigmates, pas de lésions, ni d'artefacts lithiques associés. En revanche, JS14, il présente plusieurs lésions et on a retrouvé 5 microlithes qui sont en association directe avec cet individu, dont un dans le volume crânien. Ici, vous avez un exemple donc du frontal, donc la partie ici osseuse ici. Ici, vous avez les orbites de chaque côté. Vous voyez là les résultats d'un trauma contondant. Donc là, c'est un choc direct qui a été réalisé avec un objet sur le front. Et à côté, ici, vous avez un artefact lithique qui est fiché à l'intérieur du crâne. Et un petit peu plus loin sur le frontal, là, vous avez une perforation qui, elle aussi, est typique de la pénétration d'un objet, d'un projectile. Sur le fémur que vous avez là, on a des traces donc des traces, alors qui ne sont pas des traces de découpe, mais qui sont des traces de projectiles qui montre, voilà, des stries d'impact, pardon, c'est ça que je cherchais, qui montrent à la fois la pénétration donc d'un projectile dans la jambe, et en fonction de l'orientation de ces traces, on peut même réussir à déduire l'angle et l'orientation de l'entrée du projectile. Donc, ce qui nous permet de différencier
le projectile d'une trace de découpe, par exemple, c'est vraiment la morphologie de ces traces. Ici, vous les voyez en magnitude au microscope. On va avoir un fond plat et on va avoir une absence de retour de sillon. Donc, quand vous avez une découpe, vous avez un retour et puis on a des stries qui ne sont pas exactement parallèles. On va avoir des recoupes de sillons. Dans le cas d'un projectile, c'est une entrée à un moment avec une vélocité assez importante et donc on va vraiment pouvoir distinguer ces traces. Donc voilà, ici dans ce cas-ci, on est certain que c'est un projectile qui a causé ces marques sur le fémur. Un autre cas, c'est celui de Jebel Sahaba 31. C'est une tombe primaire individuelle, donc de nouveau un individu qui a été amené là et qui s'est décomposé sur place. Et dans ce cas-ci, eh ben, cet individu que vous voyez en position inverse par rapport à d'autres qui étaient présents avant, mais le dépôt de cet individu est venu perturber les dépôts sous-jacents. Donc là, il y a eu vraiment clairement un acte qui a démobilisé, on va dire, des squelettes qui étaient présents antérieurement et qui, pour être démobilisés, cela implique qu'ils étaient déjà décomposés. Donc, un temps certain avant le dépôt de cet individu. C'est un individu masculin qui est adulte. Donc là, j'ai mis plus de 30 ans parce qu'au-delà de 30 ans, c'est difficile d'avoir des estimations d'âge au décès précises. On l'a retrouvé avec 15 microlitres dans le volume du corps directement, donc c'est pas seulement à côté dans le sédiment à côté, c'est vraiment dans le volume directement du corps. Certains sont directement fichés dans les ossements, comme ici sur cette vertèbre. Malheureusement, cette vertèbre a disparu des collections liées voilà, à l'histoire de ces collections et de différents transports et de gens qui l'ont étudiée. Elle est certainement dans un laboratoire quelque part. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est jamais arrivée au British Museum lors du dépôt de la collection, mais elle a été décrite par Anderson. Et puis nous avons trouvé d'autres stigmates sur cet individu, notamment ici sur la scapula. On a un percement très très net d'un projectile avec les fracturations qui sont en concordance avec ce qui est décrit dans la littérature par rapport à ce type de trauma. On a également des traces sur l'humérus que je n'ai pas représenté ici. Et le plus intéressant par rapport à cet individu, donc JS31, c'est la présence de lésions cicatrisées chez cet individu. Alors, il s'agit de différents types de lésions. On a par exemple ici, ça c'est un premier métacarpien, hein, donc ici l'os de la main, qui est fracturé au niveau de l'épiphyse et reconsolidé. Donc là, c'est vraiment une fracture, c'est des fractures typiques de défense, on va dire de boxeur limite. Et vous avez une fracturation lors de ces mouvements et puis une reconsolidation puisque là, vous voyez très bien que l'os est reconsolidé. Et sur le fémur de ce même individu, on a une lésion. Alors, on en a plusieurs. Hein. Ici, on a certainement une fracture en bois vert, c'est-à-dire une fracture non complète qui va être reconsolidée. Et au niveau antérieur donc, de la diaphyse, on a ici, vous le voyez en plus grand, ce bourrelet osseux qui témoigne d'une cicatrisation osseuse. Et ce qui était vraiment extrêmement intéressant au microscope, donc ce qu'on a pu mettre en évidence, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, vous avez les 3 flèches qui indiquent des fragments lithiques. Donc, ceci et ceci, ce sont des éclats lithiques qui sont pris dans la cicatrisation osseuse. Donc, dans ce cas, on peut vraiment reconstruire le fait qu'on a un projectile qui est arrivé à grande vitesse, qui s'est fracturé lors du contact avec la diaphyse, et cet individu a survécu à cette blessure, a cicatrisé, et on a ces fragments lithiques qui sont restés enchâssés dans cette cicatrisation osseuse. Le dernier exemple, c'est celui de Jebel Sahaba 44. Donc, c'est une sépulture primaire individuelle. Vous la voyez ici. Vous voyez le nombre de petits points noirs qui correspondent au nombre d'éclats lithiques associés à cet individu. Donc, c'est
vraiment très important. On a 21 microlitres qui ont été retrouvés dans le volume du corps. Alors, on ne sait pas exactement si cet individu a été inhumé en même temps que Jebel Sahaba 45. On n'a pas de données... en tout cas, on n'a pas réussi, à partir des données de terrain, à défendre voilà, la thèse d'une sépulture double ou pas. Parce qu'on n'a il n'y a pas de dérangement, on va dire, de l'un ou de l'autre, mais en même temps, on n'a pas non plus de recouvrement de certains ossements, donc c'est difficile à avancer. On est resté sur l'hypothèse d'une tombe primaire individuelle. Dans ce cas, on a affaire à un individu féminin. Il est aussi adulte, plus de 30 ans. Donc, je vous ai dit un nombre conséquent de microlitres retrouvés directement en association avec le corps. Et puis, des traumas cicatrisés qui sont liés à des fractures. Ici, vous avez la clavicule et l'avant-bras. On a des fractures avec déplacement, rotation. Donc, c'est des fractures extrêmement lourdes. Et on voit ici qu'elles ont été parfaitement cicatrisées et que l'individu a continué à vivre malgré ce trauma. Alors, on ne peut pas exclure que ces fractures soient liées à un accident, par exemple à une chute. Mais quand on les articule les unes avec les autres, on voit que c'est la clavicule gauche qui est atteinte et l'avant-bras droit. Et de nouveau, quand on pense au mouvement de défense, voilà, si vous avez un mouvement de défense comme ceci, ce qui va fracturer, c'est l'avant-bras et l'épaule inverse. Donc, c'est une hypothèse, on ne dit pas que c'est ça. Ça pourrait être aussi un accident, mais après, voilà, il y a le contexte qui fait que cette hypothèse peut tout à fait tenir la route. Ensuite, ce même individu, eh bien, en cohérence avec le nombre d'artefacts lithiques retrouvés associés, on a ici sur le pelvis, vous avez une perforation, non, pas une perforation puisque ça n'a pas traversé l'os, mais une pénétration d'un artefact lithique que vous voyez ici en dessous, dont il reste encore un fragment fiché dans l'os. Et puis, au-dessus, vous avez cet écaillement de l'os qui est typique de l'extraction, en fait, du projectile. Là, on est sur la fesse gauche. Alors, on a aussi des traces au niveau du fémur. Ici, vous êtes dans le bas du fémur, on a des traces parallèles ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'écart entre ces deux traces parallèles, elle correspond au diamètre, on va dire, standard de fût de flèche, ce qui pourrait suggérer qu'on ait affaire à des projectiles composites, c'est-à-dire avec des éléments d'armature qui sont placés sur les côtés et pas seulement en tête de projectiles. Voilà, différentes vues en microscope qui permettent vraiment de montrer les stigmates à la fois d'entrée, de pénétration et d'arrachement osseux. On a aussi un microlithe fiché dans une côte qui avait été décrite par Anderson, mais de nouveau, c'est un os qui n'est plus présent dans la collection Wendorf au British Museum. Alors, le dernier point, maintenant que je vous ai présenté les résultats sur la nature du cimetière, sur ces lésions, c'était d'essayer de comprendre un petit peu mieux cet assemblage lithique. Pour ça, il y a une comparaison qui a été faite entre les artefacts retrouvés dans les tombes directement et ceux retrouvés en surface. On va essayer de voir si c'était identique ou pas. Ce qui est certain, c'est que l'assemblage de surface est totalement différent de ce qu'on va retrouver associé aux individus dans les tombes. Ce qu'on a dans les tombes, ce sont des éclats que vous voyez ici représentés, qui peuvent être à la fois considérés comme des pointes de projectiles, des pointes qui peuvent être liées à des projectiles légers, mais aussi peut-être à certains projectiles plus lourds, vu leur taille. On pourrait imaginer à des lances. On a des éléments d'armature qui sont parfois faits de fragments non retouchés, donc qui dans d'autres contextes pourraient être pris pour des éclats sans importance et qui dans ce cas-là, en fait, ont une caractéristique commune, c'est le fait de pouvoir trancher, de faire saigner. Donc il semblerait que cet assemblage, en tout cas, soit consistant, enfin soit
cohérent par rapport à cette fonction qui est celle de pénétrer les chairs et de faire saigner. Ensuite, la question des armes composites, elle va être un petit peu au-delà des preuves anthropologiques que je vous ai montrées, donc de ces traits qui sont parallèles, d'entrées parallèles de projectiles, c'est que dans les tombes, dès la période de la fouille, Fred Wendorf, il va documenter des alignements d'éléments au sein des tombes. Et lui-même considère que ça peut être le reflet d'armes composites. Donc, cet assemblage lithique, il semble être assez cohérent et aussi assez particulier. On ne peut pas non plus considérer qu'il s'agit de dépôts funéraires. Hein. Probablement que la plupart de ces artefacts lithiques, ils sont arrivés dans les tombes avec les corps directement. Ce n'est pas des dépôts funéraires. Et que ça traduit de projectiles assez divers, probablement composites. Donc, une petite synthèse avant d'ouvrir très, très rapidement hein, sur ces comportements et les comparaisons dans la vallée du Nil. La réévaluation qu'on a effectuée nous a permis à la fois de découvrir des nouvelles lésions, mais également d'identifier de nouveaux individus affectés. Au total, on a pratiquement 3/4 des lésions qui sont d'origine traumatique sur les individus qui présentent des lésions. Et ces traumas touchent pratiquement tous les individus qui présentent des lésions. Plus de la moitié de ces lésions sont causées par des projectiles. On a les hommes, les femmes et les enfants qui sont atteints de façon assez indifférenciée. Et ce qui est très important, c'est qu'on a des individus qui sont affectés par des traumas cicatrisés, donc en plus de traumas périmortels, qui implique en tout cas au moins 1 ou 2 autres événements traumatiques au sein de la vie de cet individu, mais auxquels il a survécu. Les artefacts lithiques associés sont des éléments de projectiles amenés donc, dans les tombes, certainement de façon non intentionnelle. Et on n'a pas de sélection des individus en fonction de l'âge ou du sexe. On a un profil de mortalité qui ne semble pas différer d'un cimetière normal. Donc, et en plus de ça, on a certaines attentions qui sont accordées aux défunts qui laissent suggérer qu'ils ont été inhumés par peut-être les membres de leur communauté. Donc, si on reprend l'ensemble de ces données, pour nous, ce cimetière, il va plutôt dans le sens de conflits récurrents, mais de faible ampleur, qui se font peut-être dans le temps, plutôt que d'un conflit armé entre 2 groupes, imaginons de jeunes hommes ou autres qui se font sur un terrain particulier. On est plutôt peut-être dans de l'escarmouche, des raids entre villages ou entre zones d'habitation temporaire, parce que là, quand je parle de villages, tout le monde imagine des villages comme maintenant, c'est pas ça, mais des lieux, on va dire, d'occupation plus ou moins longue de ces populations de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. C'est plutôt vers ça qu'on va, plutôt que cette idée d'un vrai cimetière de catastrophe ou reflétant un combat tranché contre tranché, on va dire. D'autant plus, là je ne l'ai pas précisé, que quand on regarde les angles de pénétration des projectiles, on est sur quelque chose d'extrêmement aléatoire. Donc, un même individu va avoir un projectile qui va être rentré par l'avant, un par l'arrière. On ne va pas avoir de schéma clair, et ça, quel que soit le sexe de l'individu, par exemple. On ne va pas avoir de différence d'orientation, de pénétration des projectiles entre hommes et femmes. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, il reste évidemment la question de savoir si on est en présence d'un cimetière spécifique, c'est-à-dire un cimetière qui n'aurait été que pour les individus morts de façon traumatique, parce que évidemment, quand on fait le total de ces atteintes, le pourcentage il est extrêmement élevé, ça ne peut pas laisser indifférent. On a 54% de morts violentes qui sont attestées. Et si on rajoute à ça les individus pour lesquels on n'a pas de traces de violence, mais qui sont inhumés avec des individus avec des traces de violence, on pourrait monter jusqu'à 64% des individus qui seraient morts de façon violente. Donc ça, c'est évidemment extrêmement interpellant.
Alors, est-ce que c'est un cas isolé et est-ce que c'est un cimetière spécifique? Pour ça, on peut malheureusement que mobiliser les archives limitées qu'on a pour la vallée du Nil. Malgré tout, je vous ai présenté en amont le cas de Wadi Koubania, donc ce squelette un peu isolé qui présente exactement le même type de pattern d'atteinte que ce qu'on va observer à Jebel Sahaba. On a des traumas cicatrisés, on a des fragments lithiques fichés dans les ossements, donc c'est quelque chose d'extrêmement similaire. Et puis, on a donc de l'autre côté du Nil, le cimetière de Wadi Halfa, où là, 39 individus ont été inhumés. Alors, ce cimetière n'a pas été réévalué comme nous l'avons fait pour Jebel Sahaba jusqu'à présent. Donc là, je me base juste sur les publications qui ont été réalisées en 72 par Green et Armelagos pour faire ces comparaisons un peu large avec Jebel Sahaba. Ce qui est certain, c'est qu'on a 22% des individus qui présentent des traumas. C'est quand même pas rien. Il y a un cas donc d'impact de projectile qui est avéré avec un artefact fiché dans une vertèbre cervicale. Et il faut aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas eu d'études systématiques sur ces ossements. Donc, on peut très, très bien imaginer qu'il y a des traces qui n'ont pas été observées, comme ça a été le cas pour Jebel Sahaba avant notre évaluation. Et ensuite, si on essaye de regarder la fréquence de trauma qui, on va dire pour le coup, ne peut pas, sera identifiée de manière identique entre quelle que soit l'époque et les gens qui les ont regardés, c'est la fracture sur l'ulna, donc la parifracture, qui est vraiment quelque chose d'assez facile à identifier et à documenter. Eh bien, la fréquence entre le nombre de fractures de l'ulna sur Jebel Sahaba et à Wadi Halfa, elles sont identiques. On est à 8% pour Wadi Halfa et 9% pour Jebel Sahaba. Donc, il nous semble qu'on ne peut pas parler d'un cas isolé à Jebel Sahaba. Et évidemment, j'espère que ce site de Wadi Halfa sera réévalué pour pouvoir justement infirmer ou pas cette hypothèse. Mais on est plutôt dans quelque chose qui traduit d'un niveau de violence interpersonnelle entre ces populations à cette époque assez élevé. Alors, je terminerai avec cette ouverture à discussion. Le pourquoi, je pense en début de présentation, j'ai essayé de vous expliquer quel était le cadre chronologique, environnemental, donc dans lequel ces restes humains ont été découverts et auxquels ils sont associés. Et il est assez évident ici, vous voyez donc la vallée du Nil avant 11 000 ans, avec tous ces sites regroupés dans cette zone extrêmement réduite, qui avait certainement donc, des contraintes pour l'accès aux ressources. Et à peine 1000 ans plus tard, on va se retrouver donc avec cette période humide africaine qui va se poursuivre pendant quelques milliers d'années, où la vallée du Nil est pratiquement désertée et on a une expansion, un exode dans le Sahara. Donc, on peut tout à fait imaginer que cette rétraction de population qui a lieu durant le dernier maximum glaciaire sur ces zones où on sait qu'on a cette augmentation drastique d'occupation humaine sur cette petite zone, avec des populations qui, visiblement, avaient déjà des pratiques culturelles pour la manière dont ils faisaient les outils assez... on va dire identifiés entre groupes. On a ces premiers cimetières qui, là aussi, évoquent une certaine structuration sociale des groupes humains. Ça, plus ces contraintes climatiques, ces changements climatiques forts qui sont documentés, on a quelque part toutes les conditions à la fois démographiques, culturelles et environnementales qui sont propices à générer ces tensions entre groupes humains. Donc, sans vouloir faire dans le tout environnement, dans le tout contrainte, voilà, ça semble en tout cas être une des explications les plus rationnelles pour expliquer ce qu'on documente à Jebel Sahaba. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Alors donc, j'applaudissais, pardon. Et donc, je vous remercie immensément, Isabelle Crèvecoeur, de cette magnifique exposé, de ce magnifique exposé. C'est passionnant.
Et vraiment, hein, parce que souvent entre disciplines, on se fait des compliments qui sont un peu hypocrites ou gentils, polis, mais là non, c'est vraiment sincère parce que j'apprends énormément de choses. Alors c'est une période très ancienne, donc moi je me plante un peu hein, dans les périodes, c'est normal, je suis pas dans votre métier, mais euh, euh, là exactement, c'est quel si on parle en milliers d'années, c'est quoi? C'est moins 50 000? Alors, non, non, donc on est entre, on va dire, 15 000 et 10 000. Ah Voilà. oui, c'est quand même assez proche. Enfin bon. Alors, je suppose qu'il y a des questions, plein de questions. Moi, j'en ai aussi et des remarques. Alors, je vais le faire à la fin, peut-être pour pas polluer. S'il y a des questions de la part de l'assistance, c'est toujours plus vivant. Donc mais c'est assez ce que vous venez de présenter est assez exceptionnel, c'est incroyable et assez nouveau aussi parce que est-ce qu'il y a d'autres études de ce genre à part votre équipe ou votre recherche qui réévaluent des sites connus comme ça ailleurs dans le monde? Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de points où il y a autant de traces. Alors, non, c'est ça, c'est qu'on est évidemment contraint par la qualité d'enregistrement des sites. Ici, on est vraiment, enfin, il faut le souligner, on est en face d'un site exceptionnellement bien préservé, hein, où même les ossements, je vois qu'il y a une question là dans les, voilà, est-ce que les nouveau-nés se dégradent plus rapidement? Effectivement, ça pourrait être une raison d'absence de ces nouveau-nés, mais la réponse est non. On a des nouveau-nés à Jebel Sahaba. Et ils sont extrêmement bien conservés. On a un niveau de fossilisation des restes qui est très rapide et donc on a des restes très 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 bien conservés. C'est ce qui nous permet aussi de regarder et d'aller voir ces stigmates. Souvent on est contraint par l'état de conservation des restes. Si la corticale, si la surface externe de l'os n'est pas assez bien conservée, on va perdre cette information et on n'y aura jamais accès. Et sur le retour sur les collections anciennes, c'est un phénomène qui est de plus en plus appuyé parce qu'on se rend compte qu'avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux développements, notamment en archéologie expérimentale, ou avec tout ce qui est biochimie qui se développe, ADN, isotope, datation, on va de plus en plus loin dans l'analyse de ces vestiges anciens. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de retourner sur les données, d'avoir un regard critique sur ces données et de pouvoir apporter une nouvelle vision avec ces nouvelles technologies. Et alors, des sites comme Jebel Sahaba, par rapport aux violences interpersonnelles, il n'y en a pas d'autres. C'est le plus ancien actuellement. Mais en Europe, on a des sites mésolithiques qui sont étudiés et réévalués de la même manière, avec des travaux qui vont dans le même sens. Donc, ils sont vraiment très, très encourageants.